C'est l'heure de l'actualité du Journal Magazine avec Gabriel Attal. Gabriel, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bienvenue dans ce journal que vous pouvez suivre en direct sur notre chaîne YouTube Radio J, sur notre site internet radioj.fr et notre application smartphone Radio J officielle. Une réunion au sommet entre Benjamin Netanyahou et le prince saoudien Mohammed Ben Salman pourrait avoir lieu au Caire dans les semaines à venir, avant même les élections israéliennes. Des discussions très intenses ont eu lieu ces derniers jours entre les équipes américaines, égyptiennes, israéliennes et saoudiennes pour organiser ce sommet. Israël tente d'empêcher le vote à l'ONU demain d'une résolution condamnant le plan de paix américain. Si moins de 9 pays soutiennent le vote de la résolution palestinienne, il pourrait alors être annulé. Et en France, 13 départements restent en alerte orange à cause de la tempête Chiara qui balaye actuellement le pays. 90 000 foyers sont toujours privés d'électricité selon Enedis. À Drancy, en Seine-Saint-Denis, un homme en trottinette a mortellement chuté, probablement suite à une rafale de vent. On parlera dans ce journal des Oscars. Le film sud-coréen Parasite a tout raflé cette nuit. Pour la première fois en 92 ans d'existence, un long métrage a remporté la statuette de meilleur film et de meilleur film international. Radio J. Va-t-on assister à un moment historique, une première rencontre officielle dans l'histoire entre un premier ministre israélien et un prince saoudien? Des pourparlers sont en cours entre des équipes israéliennes, américaines, égyptiennes et saoudiennes sur un sommet potentiel au Caire en Égypte, où le premier ministre Benjamin Netanyahou et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman pourraient se rencontrer, ont affirmé des sources diplomatiques arabes. La réunion pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines et même avant les élections israéliennes du 2 mars, a déclaré l'une des sources à Jewish News Syndicate, une agence de presse couvrant l'actualité des Juifs dans le monde. Outre l'Égypte, pays hôte, les États-Unis, Israël, l'Arabie saoudite ainsi que les dirigeants des Émirats arabes unis, du Soudan, de Bahreïn et d'Oman seront présents, a-t-elle ajouté. Le rapport indique par ailleurs que la Jordanie a également été invitée à assister au sommet, mais que l'invitation a été refusée par le roi Abdallah II, qui voulait inclure le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. La Cour suprême israélienne a annulé hier l'invalidation de la candidature aux législatives de la députée arabe Eba Yazbak par la commission électorale qui l'accusait de soutenir le terrorisme. Membre du parti nationaliste arabe Balad, Eba Yazbak présentait sa candidature pour les élections législatives du 2 mars. Revue de presse à ce sujet de Daniel Haïk en partenariat avec le studio Kalita. La commission électorale centrale avait invalidé il y a quelques jours cette candidature en mentionnant des déclarations dans lesquelles Yazbek considérer l'architerroriste Samir Kuntar comme un shahid, un martyr. Samir Kuntar, pour ceux qui l'auraient oublié, a été le vil assassin à la fin des années 70 du mari et des enfants de Smadar Haran à Nari, un attentat qui avait profondément choqué l'opinion publique israélienne. Kuntar avait ensuite été libéré de prison en 2008 dans le cadre d'un échange avec les corps de soldats israéliens. Il s'était ensuite rapproché du Hezbollah et avait été éliminé en 2015 lors d'un raid de l'armée de l'air israélienne. Les quotidiens israéliens soulignent que cette décision a été votée à une majorité de 5 juges de la Cour suprême contre 4 et que de manière tout à fait exceptionnelle, la présidente de la Cour suprême, Esther Hayout, s'est retrouvée en position minoritaire dans son appréciation. La présidente Hayout avait pourtant clairement affirmé qu'il y avait dans les déclarations de la députée Yazbek un soutien très clair au terrorisme contre l'État d'Israël. L'analyste politique de la chaîne 12, Amit Segal, a commenté ce verdict en soulignant qu'il reflétait non pas l'avis de la justice ou du droit, mais celui des juges, et de mentionner par exemple que les juges qui avaient été nommés par Tzipi Livni lorsqu'elle était ministre de la Justice ont voté en faveur de Yazbek, et ceux nommés sous Ayelet Shaked et qui sont plus conservateurs ont voté contre cette présence de Yazbek dans la prochaine Knesset. Et dans son commentaire, Amnon Lord dans le Israël Hayom affirme que la Cour suprême est devenue une instance politique et un round où l'on combat, un round de boxe, un ring de boxe, où l'on combat l'État d'Israël. Quant à Ben Dror Yemini dans le Yediot Aharonot, eh bien, il affirme que cette décision de la Cour suprême est un encouragement à l'extrémisme et qu'il s'agit là d'une violation de la loi écrite, affirme-t-il. La décision de la Cour suprême a été très rapidement saluée par Yazbek elle-même et par les députés arabes israéliens. Celle-ci a affirmé que, comme le cite le Maariv, que son invalidation par la commission électorale centrale était
était le reflet du cirque, a-t-elle dit, d'incitation contre moi. Mais cette décision a été condamnée, il faut le souligner, par de nombreux responsables de la classe politique israélienne, par le Premier ministre en particulier, qui était hier en meeting électoral dans le nord du pays, mais aussi par le parti Bleu Blanc, qui a estimé qu'elle aurait dû être invalidée. Le Premier ministre Netanyahou a insisté sur le fait que si Benny Gantz entend former le prochain gouvernement, eh bien, il devra compter sur la voix de Yazbek. Les commentateurs soulignent également que durant les 3 dernières campagnes électorales, la Cour suprême a systématiquement validé les candidatures qui avaient été invalidées par la Commission électorale centrale et qu'elle avait invalidé celles qui avaient été validées par cette même commission. Les Israéliens à l'ONU tentent d'annuler le vote de demain sur une résolution palestinienne condamnant le plan de paix de Donald Trump. Les États-Unis avaient l'intention d'opposer leur veto à cette résolution alors que d'autres pays envisageaient de s'abstenir de voter. La Tunisie et l'Indonésie, les pays qui ont soumis le projet, ont assoupli le libellé de manière à ne pas affirmer que le Conseil de sécurité regrette vivement que le plan présenté par les États-Unis et Israël viole le droit international. Au lieu de cela, le nouveau projet laisse de côté les États-Unis et note que l'initiative en relation avec le conflit israélo-palestinien s'écarte du mandat et des paramètres approuvés par la communauté internationale pour la réalisation d'une solution juste, globale et durable à ce conflit, telle qu'elle est consacrée dans les résolutions pertinentes des Nations Unies. Pour les États-Unis, c'est un pas dans la bonne direction, mais ils prévoient toujours d'opposer leur veto à la résolution, à moins que des changements plus drastiques ne soient apportés. Selon des sources israéliennes et américaines, d'autres pays envisagent de s'abstenir, de sorte qu'il est peu probable que le vote se totalise 14 pays favorables au veto américain. Si moins de 9 pays soutiennent le vote de la résolution, le vote pourrait alors être annulé et des sources ont indiqué qu'au moins 2 États non membres de l'Union européenne envisageraient des abstentions. Avec les États-Unis, cela annulerait le vote. Et puisqu'on parle du plan de paix américain, de nombreux représentants de pays arabes étaient présents à la conférence de presse de Donald Trump lors de la révélation du plan de paix. Les États arabes lâchent-ils petit à petit les Palestiniens ? La réponse de Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU, au micro de Serge Ashdenberg, c'était ce matin. On n'oublie pas que le monde arabe existe-t-il encore en tant que tel ? C'est une question. A subi le choc de ce qu'on appelle le printemps arabe et l'onde de choc est toujours là et se propage encore quelque part. La Syrie, la Libye, le Yémen. Donc il est en train de se relever de ses propres déchirures et la question palestinienne n'est plus aussi centrale qu'elle l'était parce que les pays arabes ont à résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Et puis d'aucuns pense que c'est quand même une proposition qu'il faut prendre au sérieux. On y voit peut-être une possibilité de résoudre ce conflit larvaire entre Israéliens et Palestiniens et certains pays arabes modérés que vous venez de nommer poussent dans cette direction. D'autres restent un peu dans l'expectative ou formulent quelques soutiens dans, si je puis dire, les expressions les plus traditionnelles, caractéristiques du conflit ou de la paix israélo-palestinienne. L'Égypte a été assez modérée dans ses réactions. Le Maroc lui-même a repris des formules classiques. Il n'y a plus cet engouement pour la cause palestinienne comme on le constatait avant. Cela étant, ils ne vont pas complètement lâcher les Palestiniens. Et ça, on le verra bientôt lorsque les Palestiniens saisiront l'Assemblée générale des Nations unies pour, après l'échec qu'ils connaîtront au Conseil de sécurité dans quelques jours, pour faire comprendre à la communauté internationale et premièrement aux États-Unis que si la proposition est américaine, elle a un déficit majeur, c'est qu'elle ne bénéficie pas de ce qu'ils appellent la légitimité internationale, voire la légalité internationale lorsqu'on évoque des différentes résolutions des Nations Unies. Yehuda Lankri, est-ce que ces pays arabes modérés, comme vous venez de les appeler, ont quelque part une représentation à Tel Aviv ou à Jérusalem ? Officiellement, rien ne transparaît, encore qu'il y ait eu dans le passé. Bon, on connaît les ambassades d'Égypte et de Jordanie, bien entendu, qui fondent le traité de paix égypto-israélien, jordano-israélien.
Mais on a vu dans le passé, lorsque les accords d'Oslo avaient été signés, un bureau d'intérêt du Maroc, un bureau de liaison qui était une quasi-ambassade, et puis ici ou là, d'autres bruissements diplomatiques de ce genre. Alors les choses peuvent très bien se passer de façon discrète. Elles ne peuvent pas se faire au grand jour, encore une fois, parce que tant que le problème israélo-palestinien est là, tant qu'il n'y a pas de solution durable ou de début de solution prometteur, il sera difficile d'ouvrir des représentations en Israël. Difficile, mais quand même pas impossible, d'une manière ou d'une autre. Oui, pas impossible. Des visites confidentielles se font, des relations sécuritaires existent, un dialogue est là. La preuve est ce que Benjamin Netanyahou, qui a été l'auteur de beaucoup de percées dans ce sens, ne peut en parler qu'à mots couverts. Ce sont toujours des allusions qui ne peuvent pas réellement percer au grand jour. Et pour terminer sur ce sujet, le numéro 2 de l'Alliance Bleu-Blanc, Yair Lapid, a déclaré aujourd'hui que le plan de paix proposé par l'administration Trump offrait de nombreuses opportunités aux Palestiniens. Dans un entretien avec la presse étrangère, Lapid a également affirmé que le plan n'est pas aussi bon pour les Palestiniens que les plans présentés dans le passé, mais que Mahmoud Abbas devrait savoir que toujours dire non n'est pas une politique. Radio J, il est 14h13, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant pour la suite de ce journal. Oui, Philippe, Tsahal a riposté cette nuit contre des positions du Hamas après le tir d'une roquette hier soir depuis le territoire palestinien. Un site d'entraînement et des infrastructures militaires du groupe terroriste ont été ciblés, a rapporté l'armée. La roquette avait atterri dans un terrain vague dans la localité de Sha'ar HaNegev, près de la frontière avec la bande de Gaza. Aucun blessé ni dommage n'a été rapporté. Une délégation égyptienne est arrivée aujourd'hui à Gaza pour apaiser les tensions, a indiqué une source sécuritaire du Hamas après les tensions de cette nuit. À 3 semaines des élections législatives israéliennes, une faille de sécurité liée à une application qui dresse le registre complet des électeurs israéliens a été découverte hier. Plus de 6 millions de citoyens seraient concernés, y compris le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son épouse Sarah. Cette faille a permis d'accéder aisément à des informations personnelles, détaillant notamment les noms, les prénoms, les numéros de carte d'identité, de téléphone et les adresses de chacun des électeurs. Les développeurs de l'application Elector, utilisée par le Likoud, ont assuré que la vulnérabilité du logiciel était un incident isolé qui a immédiatement été résolu et que les mesures de sécurité ont depuis été renforcées. Le gouvernement israélien a approuvé hier à l'unanimité l'immigration en Israël de quelques 400 Éthiopiens malgré les objections du procureur général Avirai Mandelblit. Lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, Mandelblit a exprimé son opposition à une initiative qui vise, selon lui, à enregistrer des voix supplémentaires aux élections législatives du 2 mars. En Israël, les relations entre Ashkénazes et séfarades se sont largement apaisées, mais il ne faut pas réveiller l'eau qui dort. Un candidat du parti centriste a commis l'erreur de relancer la polémique. Les explications à Jérusalem de Pascal Sunshine. Le candidat du parti bleu-blanc ne pensait pas à mal quand il a parlé d'Israël composé de juifs qui ont grandi au son des concerts viennois et de juifs qui ont grandi au son des darboukas. Et pourtant, le député centriste Yoaz Hendel aurait mieux fait de tourner cette fois sa langue dans sa bouche. En Israël, on appelle ça le démon ethnique qui sort de sa boîte, à intervalles réguliers, des déclarations maladroites, mais parfois aussi haineuses, et les tensions entre Ashkénazes et orientaux ou entre les différentes vagues d'immigration qui ont successivement peuplé le pays. Pendant la campagne électorale de 1981, à un meeting du Parti travailliste, Doudou Topaz, un humoriste vedette de l'époque, avait raillé les supporters du Likoud d'origine orientale et marocaine en les traitant de voyous, tout juste bons à monter la garde. Le lendemain, le Premier ministre Likoud, Menachem Begin, dont on connaît les talents d'orateur, avait rappelé quelques vérités historiques à l'amuseur. Ashkénazes, Irakiens, des Juifs, des frères, des combattants,
avait lancé le Premier ministre conservateur en relatant l'histoire de ces Juifs de toutes origines qui avaient perdu la vie en combattant pour l'indépendance d'Israël. Cette affaire faisait suite au mouvement social et politique lancé dans les années 70 par des activistes d'origine marocaine comme Charlie Beaton, qui s'était inspiré du mouvement de contestation des Noirs américains et s'était d'ailleurs baptisé les Panthères Noires. Ils avaient été les premiers à s'élever contre l'élite ashkénaze qui avait fondé le pays et qu'ils accusaient de discriminer les Juifs d'origine orientale et de les maintenir dans une position d'infériorité, leur interdisant l'accès aux postes de pouvoir dans l'armée ou la fonction publique. Depuis, d'autres épisodes ont vu la stigmatisation de groupes de population tels que les Olim de Russie, régulièrement accusés par les orthodoxes de ne pas être juifs, ou les émigrants d'Éthiopie, victimes de discrimination à l'embauche ou de violences policières, dont le dernier épisode en date l'été dernier avec la mort de Salomon Teka, tué accidentellement par un policier, avait déclenché de nombreuses manifestations de la communauté éthiopienne. Ces crises récurrentes sont le corollaire d'un pays d'immigration qui doit absorber des groupes de population d'origine, de langue et de cultures différentes. Chaque groupe doit non seulement trouver sa place dans son nouvel environnement, mais aussi subir sa propre crise culturelle de transition. Ceux qui immigrent à l'âge adulte ne sont pas armés pour s'adapter à un nouveau modèle social. Ce sont alors les plus jeunes qui se retrouvent en porte-à-faux entre leur noyau familial traditionnel et la société où ils doivent s'intégrer. Même s'ils ne forment qu'une seule nation, ces différents groupes restent attachés et déterminés par leurs origines. C'est ce qui fait la spécificité de la société israélienne, mais qui en explique aussi les tensions internes et la susceptibilité ethnique toujours à fleur de peau. Comme le disait le Rav Léon Ashkenazi, il n'est pas facile pour un juif de redevenir hébreu. On parle à présent du coronavirus, le nouveau virus a fait 908 morts en Chine continentale où le nombre des personnes infectées dépasse les 40 000 à présent, selon le bilan établi aujourd'hui par les autorités confirmant une certaine stabilité dans la progression de l'épidémie. Les ministres européens de la Santé vont se réunir en urgence jeudi à Bruxelles pour discuter de mesures contre la propagation du nouveau coronavirus dans l'Union européenne. Les ministres se réuniront en présence d'un représentant de l'Organisation mondiale de la santé à partir de 10h et devraient tenter de trouver une approche coordonnée face à cette maladie dont une trentaine de cas ont été recensés dans l'Union européenne. Le gouvernement britannique a lui qualifié le nouveau coronavirus de menace grave et imminente pour la santé publique aujourd'hui et a annoncé des mesures pour protéger le public. Désormais, les personnes atteintes pourront être mises en quarantaine de force et ne seront pas libres de partir ou être isolées contre leur volonté si elles constituent une menace pour la santé publique. La dauphine désignée d'Angela Merkel en Allemagne, Annegret Kramp-Karrenbauer, a décidé de renoncer à lui succéder et va abandonner la présidence du Parti conservateur, a indiqué aujourd'hui une source proche du mouvement lors d'une réunion ce matin de la direction du Parti démocrate chrétien, la CDU de la chancelière. Kramp-Karrenbauer a notamment justifié sa décision par les événements de Thuringe et la tentation d'une frange du parti de s'allier avec le mouvement d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, l'AfD. Elle a expliqué qu'une partie de la CDU a une relation non clarifiée avec l'AfD, mais aussi avec le parti de gauche radical Die Linke, alors qu'elle-même rejette clairement toute alliance avec l'une ou l'autre de ces formations, a indiqué une source proche du mouvement. C'est un triomphe, le film sud-coréen Parasite a remporté cette nuit l'Oscar du meilleur film et de meilleur film international, un doublé inédit en 92 ans d'existence de la cérémonie des Oscars. Une première encore, l'Académie des Oscars a décerné la statuette de meilleur film à un film non anglophone après Le Poison de Billy Wilder en 1946 et Marty de Delbert Mann. C'est seulement le troisième film dans l'histoire qui cumule la Palme d'Or et un Oscar du meilleur film. La satire sociale du coréen Bong Joon-ho, Palme d'Or à Cannes, repart également avec l'Oscar de meilleur réalisateur et celui de meilleur scénario original. En France, 13 départements restent en alerte orange suite au passage de la tempête Chiara qui a balayé un grand tiers nord du pays. Elle aurait fait au moins un mort. Un homme quadragénaire est en effet décédé hier à Drancy en Seine-Saint-Denis alors qu'il circulait à trottinette. Il aurait chuté à la suite d'une rafale de vent. 90 000 foyers sont toujours privés d'électricité selon Enedis. Un nouveau et fort coup de vent est prévu pour cet après-midi et surtout en soirée de la Bretagne à la région des Hauts-de-France avec des rafales comprises entre 90 et 120 km/h aussi bien dans les terres que sur le bord de mer.
La Cour européenne des droits de l'homme a pour la première fois accepté d'examiner une requête déposée contre la France pour son refus de rapatrier une famille de djihadistes, selon une source auprès du Conseil de l'Europe. 2 grands-parents avaient saisi début mai la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir la condamnation de la France pour son refus de rapatrier leur fille, née en 1991 et partie en Syrie en 2014, où elle a eu 2 enfants aujourd'hui âgés de 5 ans et presque 4 ans. Blessés dans la bataille de Baghouz, dernier réduit du groupe État islamique en Syrie, ils sont désormais retenus dans le camp d'Al-Hol au Kurdistan syrien et leur état de santé serait déplorable selon les requérants. La décision de la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas à attendre avant au moins 6 mois. Du sport enfin et un cocorico israélien après avoir remporté la médaille d'or du Grand Prix de Tel Aviv il y a à peine 2 semaines. Le judoka Peter Balchik a de nouveau décroché l'or hier lors du Grand Chelem de Paris. Balchik s'est imposé en finale face au Géorgien Varlam Liparteliani, numéro 3 mondial dans la catégorie des moins de 100 kilos. Grâce à cette victoire, le judoka israélien bénéficie d'un bonus de 1000 points pour les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. Radio J, il est 14h23 passé, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 15h et dans un instant la suite des programmes avec Philippe. Bonne fête de Toubishvat à tous.